Il y eut en effet pendant toute l'année 1473 des prolongations de trêve et des négociations pour la paix. Si elles n'étaient point de toute sincérité, du moins chacun des deux princes voulait-il réellement différer la guerre. Le siège de Beauvais, l'expédition dans le royaume avait si mal réussi au duc que, selon son caractère vif et superbe, il avait pris du dégoût pour les affaires de France. Ne trouvant point le succès d'un côté, il se jetait d'un autre pour l'obtenir. En cela bien différent du roi qui suivait toujours une même volonté et, sans s'obstiner à rester sur la même voie, ne perdait jamais de vue le but qu'il s'était proposé. D'ailleurs, le duc depuis plusieurs années songeait surtout à l'Allemagne et cherchait seulement à se mettre en sûreté du côté du roi afin de pouvoir sans crainte commencer ses grandes entreprises. C'était assurément en quoi il jugeait mal le roi qui, plus avisé que quelques-uns de ses conseillers, était loin de vouloir apporter le moindre obstacle au vaste dessein du duc. Il croyait ne pouvoir se mieux venger de lui qu'en le laissant faire. Volontiers, il l'eût même un peu aidé afin de lui donner plus d'impatience et de témérité. Il avait appris à connaître de mieux en mieux les façons de faire de son adversaire. Outre qu'il était d'esprit et en jugeait mieux que personne, il avait tiré grand profit de ce que lui disaient les serviteurs habiles et sensés qu'il avait su ôter au duc et attirer vers lui. Aussi pensait-il que ce prince, une fois jeté dans les affaires d'Allemagne, n'en saurait plus sortir et s'attirerait une nouvelle guerre avant d'avoir terminé la première. Pendant ce temps, le roi pourrait détruire ou dompter les ennemis qu'il avait dans le royaume, punir les gens qu'il avait trahis, gagner les séditieux ou s'en venger cruellement, enfin établir de mieux en mieux son autorité. La première affaire qui appelait le duc vers le nord de ses États l'occupait déjà depuis assez longtemps. Il s'agissait du duché de Gueldre. Arnold, duc régnant de ce pays, s'était allié avec le duc de Saxe contre le bon duc Philippe, et Catherine de Clèves, sa femme, l'avait quitté, emmenant avec elle le jeune Adolphe, son fils. Depuis ce moment, de grandes discordes avaient régné dans la Gueldre. Le duc avait trouvé à Nimègue, et dans une portion de ses sujets, continuelle désobéissance et révolte ouverte, encouragée par sa femme et par son fils, que l'appui de la cour de Bourgogne rendait hardi contre lui. Il se sauva à la cour du duc Philippe, puis alla faire le voyage de la Terre Sainte, et s'y fit même recevoir chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. À son retour, le duc de Bourgogne l'accueillit avec encore plus de bienveillance, le fit chevalier de son ordre et le maria à sa nièce Catherine de Bourbon. À cette occasion, on le réconcilia avec son père. La duchesse de Gueldre, qui avait tenu vivement le parti de son fils, fit aussi sa paix avec son mari. Toute cette famille réunie célébrait cet heureux changement par de grands et joyeuses fêtes dans la ville de Gavre. Nul soupçon n'entrait en l'âme du vieux duc. Il venait de se retirer en sa chambre, laissant la jeunesse et les femmes se divertir au festin et au bal. Tout à coup, on heurta violemment à sa porte. « Enfant, dit-il, je suis bien vieux pour danser. Laissez-moi dormir. » On entra en brisant les portes. « Vous êtes prisonnier !» lui crièrent des gens qui se précipitaient, l'épée nue, dans sa chambre. « N'est-il rien arrivé à mon fils ?» Tel fut son premier mot, car il l'aimait beaucoup, nonobstant leur cruelle discorde. Au même instant, entra ce fils. « Mon père, rendez-vous. Il faut que cela se fasse ainsi. »« Que faites-vous là, mon fils ?» fut la seule réponse du vieux duc. C'étaient des gens de Nimègue, à qui la duchesse avait secrètement fait ouvrir les portes de la ville et de l'hôtel. On le fit lever et, le plaçant à peine vêtu sur un cheval, obtenant pour toute faveur de sa femme et de son fils de ne pas être enfermé à Nimègue, parmi ses cruels ennemis. Tout le pays reconnut alors l'autorité du duc Adolphe. Le duc Arnold passa 6 années dans une dure prison. Le jour entrait à peine dans son donjon et parfois l'on vit son fils à travers les barreaux de la lucarne qui laissait arriver un peu de lumière menacer son vieux père et lui crier des injures. Cependant, le duc de Clèves, son beau-frère, qui était de la même famille que lui et d'autres princes voisins, prirent son parti. Il eut donc de continuelles guerres civiles et étrangères dans le duché de Gueldre. L'empereur et même le pape s'occupèrent de mettre un terme à ce grand scandale. Le duc de Bourgogne s'y était souvent employé mais sans pouvoir rien gagner sur le duc Adolphe, auquel il était au reste assez favorable. Enfin, pressé par l'indignation de toute la chrétienté, il résolut de terminer cette querelle impie. Il commanda au duc Adolphe de tirer son père de prison. C'était un peu avant que le roi de France s'emparât des villes de la Somme. Le duc Adolphe n'osa point résister à l'ordre de son unique et puissant protecteur. Le vieux duc vint en personne porter sa plainte et soutenir ses droits. Le duc de Bourgogne employa sincèrement ses efforts à conclure un arrangement entre le père et le fils. Mais il y avait entre eux une telle haine qu'il ne pouvait se voir sans se charger de reproches et d'injures.
Les propositions qu'on faisait au duc Adolphe étaient cependant fort acceptables. Le duc de Bourgogne lui offrait de le faire main-bourg ou gouverneur du pays de Gueldre, en ne laissant à son père que le titre de duc, la ville de Gavre avec son revenu, qui valait 3000 florins, et une pension de pareille somme. C'était à ces conditions que le duc Adolphe s'écriait « J'aimerais mieux jeter mon père la tête la première dans un puits et moi après, que d'accepter un tel appointement. Il y a 44 ans qu'il est duc, il est temps que mon tour arrive. » Lorsque le duc de Bourgogne vit que le duc Adolphe était si fort aveuglé par la haine et la fureur, il songea à s'arranger avec le père et commença à traiter avec lui de la succession de Gueldre. Mais on était alors sur le point d'entrer en guerre avec le roi de France. Amiens et Saint-Quentin venaient d'être surpris, le duc avait de plus pressantes affaires que la Gueldre. Le duc Adolphe, s'apercevant que ce n'était plus à lui que le duc était favorable, résolut de ne plus s'en fier à sa décision. Un soir que le duc était allé à son camp près d'Arras, il se travestit sous l'habit d'un moine de Saint-François et s'échappa pour retourner en Gueldre. Le duc envoya aussitôt l'ordre dans toutes les villes de ses états de se saisir de sa personne. En passant le pont de Namur, il eut l'imprudence de payer un florin pour son passage. Un prêtre, qui se trouvait sur le pont, en conçut quelque méfiance, le regarda attentivement et le reconnut. Il fut arrêté, puis, par commandement du duc, enfermé au château de Namur, d'où il ne sortit que longtemps après. Au milieu des embarras de toutes sortes qui préoccupèrent le duc de Bourgogne, ce fut seulement le 7 décembre 1472, à son retour de Normandie, qu'il signa le traité en vertu duquel le duc Arnold lui transportait tous ses droits sur les duchés de Gueldre et de Zutphen, moyennant 300 000 florins, avec clause de rachat et à la condition de jouir encore sa vie durant de la moitié de ses domaines. Cette dernière condition fut peu onéreuse. Le duc Arnold mourut 3 mois après, déshéritant son fils et reconnaissant Charles, duc de Bourgogne, pour héritier unique. Avant de se mettre en possession, le duc voulut faire prononcer par une sorte de jugement sur les droits que pourrait prétendre le duc Adolphe. Comme il était chevalier de la Toison d'Or, ce fut devant le chapitre de l'ordre qu'il fut cité. La solennité en fut célébrée à Valenciennes le 3 mai 1473. Il y avait longtemps que l'ordre n'avait fait dans l'intervalle de 2 chapitres d'aussi notables pertes. Le duc Adolphe ne fut point tiré de sa prison pour comparaître devant le chapitre de ses frères d'ordre. Il ne put se défendre que par procureur. Après quelques procédures, il fut prouvé que la vente du duché de Gueldre et du comté de Zutphen était légitime et en bonne forme, ainsi que le testament du feu duc Arnold. Qu'ainsi le duc de Bourgogne pouvait en toute justice, et lorsqu'il le jugerait à propos, prendre possession. Quant au duc Adolphe, attendu sa cruelle impiété envers son propre père, il fut condamné à finir ses jours en prison. Bientôt après, le pays entier se soumit sans nulle contestation. Le duc ajouta cette puissante seigneurie et ses vastes états. Ce n'était là que le premier commencement de ses projets et de ses hautes espérances. Maintenant, il fallait continuer à s'agrandir en Allemagne et y devenir maître des bords du Rhin, de façon que ce fleuve, depuis le comté de Ferrette et le comté de Bourgogne jusqu'en Hollande, ne coulât plus que sous sa domination. Il voulait que tant de seigneuries et d'États fussent réunis en un grand royaume. Rien ne lui tenait plus à cœur que de porter ce noble titre de roi, dont son père, le duc Philippe, s'enorgueillissait au contraire de n'avoir pas recherché la vaine pompe. Depuis plusieurs années, il était en continuelle négociation avec l'empereur pour obtenir cette faveur. Il voulait être roi des Romains. Son moyen pour se concilier la bonne volonté de la maison d'Autriche était surtout de promettre sa protection armée contre les Suisses. Ses ambassadeurs avaient maintes fois été chargés d'assurer le duc Sigismond qu'aussitôt que les affaires de France et d'Angleterre lui en laisseraient le pouvoir et le loisir, il s'armerait contre les ligues suisses et envahirait leur pays. Ce n'était pas la seule espérance dont il flattait la maison d'Autriche. Il employait envers elle le même appât qui lui servait à séduire tant d'autres princes, le mariage de sa fille. Déjà, lorsque le duc Sigismond était venu à Hesdin conclure la vente du comté de Ferrette, il avait été question de marier Marie de Bourgogne à Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur Frédéric. Le duc avait continué à entretenir cette espérance et à solliciter la formation en royaume de quelques-uns de ces pays et le titre de roi des Romains. Il faisait envisager à la maison d'Autriche comment une telle alliance maintiendrait son pouvoir en Allemagne et lui conserverait la dignité impériale, car, disait-il, après la mort de Frédéric d'Autriche, la couronne impériale passant à lui, duc de Bourgogne, il lui serait facile de faire roi des Romains son gendre Maximilien et de lui assurer la succession à l'Empire. Le 29 septembre, l'empereur arriva à Trèves. Le duc était à Luxembourg. Dès qu'il sut l'arrivée de l'empereur, il se mit en route pour le venir trouver. L'empereur sortit de la ville afin d'y faire son entrée solennelle avec le duc de Bourgogne. Il était entouré d'une suite nombreuse de princes d'Allemagne. Près de lui, on voyait son jeune fils, le duc Maximilien. La suite du duc de Bourgogne était bien plus nombreuse et brillante. Devant lui marchait une troupe de héros d'armes, chacun vêtu des armoiries d'une de ses seigneuries. Près de sa personne étaient Jean, duc de Clèves, Antoine, grand bâtard de Bourgogne, Guy, sire d'Humbercourt et beaucoup d'autres.
La moitié de son armée lui servait d'escorte et occupait tous les villages dans un espace de plus de 2 lieues à droite et à gauche. Le duc était entièrement armé, mais par-dessus ses armes, il portait un manteau chargé d'or et de diamants pour plus de 200 000 ducats. L'empereur était vêtu d'une robe longue de drap d'or aux manches ouvertes et brodée de perles. Son fils avait une robe de pourpre brodée d'argent. Lorsque les deux princes se rencontrèrent, le duc de Bourgogne descendit de cheval, salua l'empereur en mettant un genou en terre. L'empereur était descendu de même, il releva aussitôt le duc et l'embrassa. Ils remontèrent à cheval et s'acheminèrent ensemble vers la ville. Une multitude immense, venue de tous les pays voisins, se pressait pour regarder une si belle cérémonie. Jamais on n'avait vu un tel étalage de richesse et de luxe. Les gens de la suite de l'empereur avaient fait tout leur effort pour n'être point vaincus en magnificence par les Bourguignons. Malgré toutes leurs dépenses, ils étaient loin d'égaler la splendeur des seigneurs de Bourgogne. Et il en résultait non-alliance et amitié, mais pure jalousie. Quant aux hommes sages et qui jugeaient à leur valeur toutes les pompes et les vanités des princes, ils gémissaient de tant de dépenses lorsque les peuples étaient chaque jour accablés de plus lourds impôts. Pour que quelques-uns soient vêtus si richement, il faut avoir fait bien des pauvres, disait-il. L'empereur et le duc traversèrent la ville de Trèves, chevauchant l'un près de l'autre et montrant à la multitude toute l'apparence d'une amicale familiarité. Lorsqu'ils eurent fait leur prière à la cathédrale, il s'éleva entre eux un combat de courtoisie, chacun voulant reconduire l'autre jusqu'à son logis. Enfin, ils se quittèrent. Après une première visite rendue à l'empereur qui le reconduisit jusque dans la cour, le duc en fit encore une seconde. Là, on commença à traiter des grandes affaires. L'archevêque de Mayence fit d'abord en latin un long discours au nom de l'empereur où, tout en accordant au duc les plus grandes louanges, il s'affligea de ce que les guerres perpétuelles qu'il soutenait contre le roi de France troublaient le repos de la chrétienté et empêchaient les princes de s'unir contre le Turc, dont les conquêtes étaient si menaçantes depuis quelques années. Le duc demanda que la réponse qui allait être faite en son nom fût solennelle et entendue par l'assistance la plus nombreuse qu'on pourrait rassembler. Pour lors, on passa dans le vaste réfectoire de l'abbaye que le duc avait fait orner de ses plus belles tapisseries qui représentaient les exploits d'Alexandre. Un trône avait été dressé pour l'empereur sur une haute estrade. Il fit quelques difficultés de s'y asseoir. Son fils et les princes de l'Empire prirent place auprès de lui, à sa droite. Le duc et tous les seigneurs bourguignons se placèrent à gauche. Ensuite, messire Guillaume Hugonnet, son chancelier vêtu d'une simarre violette et d'hermine, comme le chancelier de France, prit la parole et répondit en latin au discours de l'archevêque de Mayence. Les docteurs allemands trouvèrent dans le discours du chancelier de Bourgogne plus d'abondance et de facilité que d'élégance de diction. C'était, selon leur commune opinion, le défaut des Français lorsqu'ils parlaient latin. Après cette conférence qui paraissait plutôt une cérémonie vaine qu'un pourparler sincère et sérieux, le duc reconduisit respectueusement l'empereur. Ce n'était pas en public ni avec tant d'appareils que s'expliquaient les véritables motifs de l'entrevue. Les demandes et les prétentions du duc de Bourgogne étaient hautes et nombreuses. Non seulement il voulait que le titre de roi lui fût donné avec l'office de vicaire général de l'Empire, mais il réclamait de grandes augmentations de territoire, entre autres les 4 évêchés de Liège, d'Utrecht, de Tournai et de Cambrai, qui étaient fiefs relevant directement de l'Empire. Il eût peut-être demandé aussi la Lorraine, qui était un des États le plus avidement souhaités par son ambition. Mais le roi de France, dès qu'il avait su que le duc était tombé au pouvoir du duc de Bourgogne, avait représenté de sa part à l'empereur quel danger il courait en favorisant un prince dont l'orgueil et l'ambition ne connaissaient aucune borne. Qui de vassal voudrait bientôt se faire maître? Qui enlèverait la dignité impériale à son fils Maximilien, peut-être à lui-même? Qui, incapable de sagesse et de repos, exciterait sans cesse des guerres en Allemagne pour y tenter de nouvelles conquêtes? L'empereur Frédéric III était d'un génie borné, d'un caractère méfiant, et craignait toute espèce de trouble et de mouvement. Les avis du roi de France le trouvèrent favorablement disposé. Le faste de la cour de Bourgogne l'importunait et le rendait jaloux. Il s'apercevait que cette entrevue établissait une sorte de comparaison continuelle entre lui, vieux, faible de volonté et d'esprit, sans gloire, sans éclat, et ce duc de Bourgogne dans toute la force de l'âge, ardent, présomptueux, illustré par tant de grandes entreprises et de victoires. Il semblait que Charles de Bourgogne fût l'empereur et le vieux Frédéric d'Autriche un humble vassal. Les seigneurs des deux nations ne se convenaient pas mieux. Les Allemands parlaient avec envie de cette grande pompe et des façons élégantes des Français. Les serviteurs du duc de Bourgogne trouvaient les Allemands grossiers et malpropres. Ils disaient que c'était pitié de les loger dans de belles chambres bien meublées et richement tendues, dont ils connaissaient si peu le prix qu'ils essuyaient leurs houseaux avec les couvertures des lits.
Outre ces motifs de mauvaise intelligence, les conseillers de l'empereur avaient de plus graves sujets pour ne point accéder aux demandes du duc de Bourgogne. La seule chose qu'on voulait de lui, c'était le mariage du duc Maximilien avec sa fille. Ce prince avait 18 ans, elle en avait 15. Nul motif raisonnable ne pouvait être donné pour retarder l'accomplissement de cette alliance. Le duc y consentait, faisait à cet égard les plus belles promesses, mais vainement le pressait-on de conclure. Il différait toujours. Par sa permission, mademoiselle de Bourgogne et le duc Maximilien s'étaient mutuellement écrits. Au milieu de ces négociations, les journées se passaient en fête, en tournois, en festins, et tout s'apprêtait pour ce couronnement que le duc regardait comme assuré. Déjà, dans une cérémonie magnifique, il avait reçu de l'empereur l'investiture du duché de Gueldre et lui avait fait hommage de toutes ses seigneuries relevant de l'Empire. L'église de Saint-Maximin était tendue des plus superbes tapisseries. Les autels étaient couverts des vases d'or, de vermeil, d'argent, des reliques et des chasses enrichies de diamants apportés avec la chapelle du duc. Le trône de l'empereur était dressé et un peu au-dessous le trône du nouveau roi. Le sceptre, la couronne, le manteau et la bannière royale étaient exposés au regard des curieux. C'était Georges de Bade, évêque de Metz, qui devait sacrer le successeur de ces anciens et fameux rois du grand royaume de Bourgogne. Le jour était fixé, lorsque le matin même, le duc apprit que la veille au soir, l'empereur s'était mis en un bateau sur la Moselle pour se rendre à Cologne, le quittant ainsi furtivement sans lui dire adieu et se jouant de toutes ses espérances, de ses pompeux préparatifs. La surprise et la colère du duc de Bourgogne furent grandes, comme on peut croire. Mais ses projets sur l'Allemagne n'en demeurèrent pas moins les mêmes. Seulement, il concevait maintenant l'idée d'y revenir à force ouverte. C'était là que se tournaient toutes ses volontés. Il commença par s'assurer de l'alliance du duc de Lorraine. Ne pouvant se saisir de ses états, il voulut du moins ne pas trouver en lui un obstacle. Un traité fut conclu contre le roi. En outre, le duc de Bourgogne obtint pour lui et pour son armée un libre passage à travers la Lorraine afin de se rendre de son côté de Ferrette et dans la comté de Bourgogne. Vers le milieu de décembre, il se mit en route et fut reçu dans la ville de Nancy avec respect et empressement par le duc René. Ce prince vint au-devant de lui puis escorta jusqu'à la frontière de son duché. Après son entrevue avec l'empereur et son traité avec le duc de Lorraine, le duc entrait avec une partie considérable de son armée dans le comté de Ferrette et dans les domaines qu'il tenait en gage de l'archiduc Sigismond. Depuis 3 ans que ce pays était au duc de Bourgogne, la plus furieuse haine s'était allumée contre son gouvernement. Il y avait envoyé comme gouverneur Pierre de Hagenbach, en qui il avait une confiance absolue et qui flattait et inspirait même tous ses desseins ambitieux sur l'Allemagne. Ce sire de Hagenbach était un des hommes les plus cruels et les plus violents qui eussent jamais exercé pouvoir sur un peuple. Une des conditions promises en prenant ce pays en gage avait été que les libertés des villes et des habitants seraient conservées. Il n'en tint nul compte et commença par établir un impôt sur chaque pot de vin qui se boirait. Il y en eut quelques troubles à Thann, et le conseil de la ville lui envoya 4 députés pour lui remontrer que cette gabelle était contraire à leurs privilèges. Sans autre forme de procès, le sire de Hagenbach fit couper la tête à ces malheureux bourgeois. Il ne connaissait nulle justice, ne pas céder sur le champ à ses moindres volontés suffisait pour être mis à mort. Il fit périr des gens sans qu'on pût deviner quel motif de mécontentement il pouvait lui avoir donné. Il en tua même plusieurs de sa main. Les gens de la campagne étaient accablés de corvées et détournés de leurs travaux champêtres. Sans cesse, les soldats étaient logés chez les habitants et les maltraités sans nul contrôle ni recours. Ce n'étaient pas seulement les bourgeois et les paysans qu'ils traitaient ainsi. La noblesse, qui avait tant désiré la domination de Bourgogne, n'était pas moins opprimée. Mais ce qui excitait peut-être le plus de scandale et de colère, c'étaient les abominables débauches. Ils ne s'inquiétaient pas plus du ciel que de la terre, et avaient coutume de dire qu'étant bien assurés d'aller au diable, il ne se voulait rien refuser de ce qui lui passerait par la tête. Il y avait donc toutes sortes de fantaisies auxquelles il ne se livra, corrompant avec de l'argent les jeunes filles de tout état, ou les enlevant à leurs parents, leur faisant violence, forçant la clôture des couvents, déshonorant les familles des nobles comme celles des bourgeois. Il lui arriva un jour de donner une fête, et tout d'un coup, après avoir renvoyé les maris, il fit mettre les femmes toutes nues, en leur couvrant seulement la tête. Puis il donna ordre aux maris de revenir et de reconnaître leurs femmes. Ceux qui se méprenaient étaient précipités du haut de l'escalier en bas. Ceux qui ne se trompaient point étaient, comme pour recevoir les félicitations, contraints à boire une telle quantité de vin qu'ils étaient malades à en mourir. Enfin, bien qu'en général tout se passa dans les pays d'Allemagne plus rudement que dans le reste de la chrétienté, les excès du sire de Hagenbach indignaient toutes les contrées voisines et tous les princes de la Souabe. Mais rien ne pouvait émouvoir cet homme obstiné et orgueilleux.
Ce n'était pas seulement envers les habitants du pays engagés à son maître qu'il se montrait violent et injuste, il ne respectait pas davantage les droits des villes libres. Strasbourg, Colmar et les autres communes qui relevaient de l'Empire étaient sans cesse en butte à ses insultes et à ses menaces. Les seigneurs immédiats de l'Alsace et des bords du Rhin, les évêques de Strasbourg et de Bâle, ne lui imposaient pas davantage. Leurs droits étaient aussi violés et eux-mêmes pouvaient craindre de devenir sujets du duc de Bourgogne au lieu de relever directement de l'Empire. Ainsi, Pierre de Hagenbach avait fait cesser la discorde entre la noblesse et les communes. Elles étaient maintenant unies par les mêmes ressentiments et les mêmes craintes. Ce qu'il avait peut-être fait de plus insensé pour les intérêts de son maître, c'était d'avoir offensé les ligues suisses, ses anciens alliés et bons voisins de la maison de Bourgogne. Les seigneurs d'Alsace et de Souabe avaient bien, il est vrai, compté sur le duc Charles pour réprimer et humilier les Suisses, mais en opprimant à la fois et remplissant d'une commune haine les nouveaux sujets du duc de Bourgogne, la noblesse, les évêques, les villes libres et les ligues suisses, le sire de Hagenbach préparait à son prince les plus terribles embarras. Peu après, l'empereur, se rendant à l'entrevue qu'il devait avoir avec le duc de Bourgogne, prit sa route par Bâle. Ce ne fut pas sans une extrême méfiance qu'il fut reçu dans la ville. L'empereur se montra doux et courtois envers les gens de Bâle et les Suisses. Rien dans ses discours n'annonça ni haine ni menace. Pierre de Hagenbach vint le trouver en grand appareil. Il était accompagné de 80 hommes d'armes, portant sa livrée grise et blanche sur laquelle était brodé un jeu de dés, avec ces mots « Je passe », comme pour signifier qu'il attendait la chance favorable. Ses discours étaient plus hautains que jamais. La conquête de la Gueldre, qu'achevait alors son prince, semblait accroître son audace et son insolence. Il se plaignait publiquement de l'audace des Suisses, qui, en maintes occasions, s'étaient opposés à ses volontés, et il annonçait qu'on saurait bientôt les réduire. « Il nous faudra, disait-il, écorcher l'ours de Berne et nous en faire une fourrure. » Toutes ces menaces se répétaient parmi les Suisses et les tenaient en grande alarme, car ils voyaient ce seigneur bienvenu de l'empereur et ne le quittant pas. Il l'accompagna dans tout son voyage, s'en vint avec lui jusqu'à Trèves et assista à son entrevue avec le duc de Bourgogne. La nouvelle que le duc Charles allait recevoir le titre de roi et renouveler l'ancien royaume de Bourgogne excita encore plus de rumeurs. Quels termes, disait-on, vont avoir maintenant son orgueil et son ambition? Déjà on parlait de l'étendue de ce royaume. On assurait que le vieux roi René instituait le duc pour son héritier, qu'ainsi la Provence et l'ancien royaume d'Arles feraient partie d'un si vaste état. On ajoutait que le titre de vicaire général de l'Empire donnerait en outre au roi de Bourgogne un pouvoir qui s'étendrait depuis la Méditerranée et le duché de Milan jusqu'à l'océan, en suivant le cours entier du Rhin. Déjà l'on désignait Besançon comme siège de la chambre impériale du vicariat. Les pays des ligues suisses avaient été en partie compris dans l'ancien royaume de Bourgogne. Les empereurs et la maison d'Autriche les regardaient encore comme membres et sujets de l'Empire. Qu'allaient devenir de telles prétentions entre les mains du prince le plus absolu et le plus violent qui allait fixer son séjour précisément sur les limites de la Confédération des Suisses? Tenons-nous prêts, écrivait-on de Berne, aux autres alliés, à défendre notre honneur et à nos libertés depuis si longtemps conquises. Contre l'attente générale, l'empereur et le duc se séparèrent à la veille du couronnement sans que le nouveau royaume fût institué. Cela ne suffisait point pour dissiper tant d'alarmes. Elles furent plus grandes que jamais lorsqu'on vit le duc traverser la Lorraine et se diriger vers l'Alsace avec une armée de 8000 combattants, précédés du terrible sire de Hagenbach, à la tête de 1000 cavaliers et de 2000 de ces Lombards que le duc Jean de Calabre avait amenés d'Italie. Ils vendaient leurs services à qui les payait et avaient passé récemment des troupes de Lorraine dans celles de Bourgogne. La frayeur se répandit partout. Les habitants s'enfuyaient, emportant tout leur avoir et se réfugiaient chez les ligues suisses. Les paysans s'enfermaient avec leur bétail dans l'enceinte des villes et des forteresses. Les villes fermaient leurs portes et s'apprêtaient comme pour un siège. Tout fuyait la route par où devaient passer les Bourguignons. Pierre de Hagenbach avait signifié à la ville de Colmar qu'elle aurait allogé le duc. Le lendemain, il passa le Rhin et il fit son entrée à Brézac. Cette ville faisait partie des domaines qu'il avait en gage. Il reçut le serment des habitants et leur fit un si gracieux accueil qu'ils se risquèrent à porter plainte de la dureté du gouvernement et à réclamer leurs anciennes libertés. L'évêque de Bâle et l'évêque de Spire joignirent aussi leurs instances à celles des bourgeois et supplièrent le duc de se montrer doux et bon seigneur envers ses nouveaux sujets. Il témoigna à tous une extrême courtoisie, déclara qu'il vivrait en bon voisin avec les princes dont les états touchaient les siens, et, parlant de leurs communs intérêts, les engagea à toujours rester ses fidèles alliés. Pendant qu'il donnait ainsi de bonnes paroles, ces gens de guerre logés à Brézac et dans les villages voisins vivaient sans rien payer et rançonnaient les habitants. Ce fut bien pis encore lorsque le duc eut repassé le Rhin pour se rendre à Ensisheim. Les troupes qu'il avait laissées derrière lui
devenant de plus en plus désordonné, outrageait les femmes et commettait 1000 cruautés. Il prit sa route par Belfort, Besançon et arriva à son château de Rouves, près de Dijon, prêt pour solenniser sa première entrée dans la capitale de son duché. Son habillement étincelait de perles et de diamants, son chapeau était de drap d'or étaillé en forme de couronne. Il se mit en marche, le clergé et le chapitre de Saint-Bénigne vinrent lui apporter les saintes reliques à baiser. Puis il remonta à cheval et se plaça sous un dais de drap d'or. Jusqu'à la porte de la ville, on avait dressé une suite d'échafauds. Il portait des représentations tirées des saintes écritures et des personnages allégoriques tenant à la main des rouleaux de parchemin où se lisaient des citations des psaumes, toutes relatives à la circonstance, toutes à la louange du duc. L'histoire de Gédéon n'était pas oubliée. En de telles occasions, elle servait toujours à célébrer l'ordre de la toison. Le duc descendit à Saint-Bénigne. Aussitôt après, il fit serment ainsi que les députés des villes, et le vieil abbé de Saint-Bénigne, qu'on était obligé de porter et de soutenir, plaça au doigt du duc l'anneau, gage d'union et, comme on disait, de mariage entre le duc et ses sujets. Le lendemain, le duc tint les États de Bourgogne. Après avoir entendu avec eux une messe solennelle à Saint-Bénigne, il revint au palais en séance, puis donna aux gens des États, prêtres, nobles et députés des villes, un festin où l'on admira cette splendide vaisselle d'or et d'argent qui avait tant émerveillé tous les seigneurs d'Allemagne dans l'entrevue de trêve. Après dîner, il réunit encore autour de lui les membres des États et leur fit un beau discours sur l'ancien royaume de Bourgogne, dont jadis les rois de France s'étaient emparés sans nul droit, et qu'ils avaient converti en un duché vassal et tributaire. Ce devait être, disait-il, un grand motif de regret pour tous ses sujets, mais il gardait en lui des desseins qu'il ne convenait pas de déclarer maintenant, que lui seul savait et que l'avenir pourrait montrer. Ainsi le duc était loin d'avoir renoncé à ses vastes espérances et comptait sans doute obtenir ou de gré ou par conquête ce royaume dont l'empereur avait refusé de l'investir. Si telle était son ambition, il aurait dû, au moment où il allait agir en ennemi dans l'empire d'Allemagne, s'assurer de la paix en France et ne pas laisser derrière lui un adversaire aussi dangereux que le roi. Mais il se précipitait en aveugle dans toutes les entreprises qui remplissaient confusément sa pensée, sans en achever aucune. Dès que l'une lui présentait quelque obstacle, ou il s'y obstinait contre toute raison, ou il entamait une nouvelle, sans songer à tout ce qu'il avait mis en mouvement par la première. Il se persuadait qu'avec de la vaillance et avec une belle et nombreuse armée comme la sienne, nulle chose ne lui était impossible. Aussi n'oubliait-il rien pour rendre cette armée plus puissante et plus nombreuse. Sans cesse, il faisait des ordonnances sur l'armement, l'ordre et la discipline de ses compagnies. Tout était réglé, surveillé par lui-même avec un soin et une activité infatigables. Nul chef de guerre n'avait peut-être jamais pris tant de peine. En outre, il s'occupait à recruter son armée des meilleurs soldats et capitaines. Il y avait depuis longtemps en Italie des chefs de gens de guerre nommés condottieri qui vendaient leurs services et celui de leurs troupes, tantôt à un prince, tantôt à un autre. Le duc fut contraint de se contenter des services du comte de Campobasso et du seigneur Galeotto, qui avaient dès longtemps été amenés en Catalogne ou en Lorraine par les princes de la maison d'Anjou et passés pour habiles capitaines. Il les paya richement, ils recrutèrent leurs troupes avec une foule d'aventuriers qui arrivèrent d'Italie. Le comte de Campobasso reçut même de fortes avances pour aller en chercher dans le pays. Les Lombards commencèrent à figurer dans l'armée de Bourgogne au nombre des plus vaillants soldats et furent particulièrement favorisés du duc. Il mettait en eux d'autant plus de confiance qu'ils étaient étrangers et plus disposés à faire toutes ses volontés. Pendant ce temps-là, le roi mettait à grand profit les alarmes que dédaignait le duc de Bourgogne. Les partisans qu'il avait achetés à Berne et dans les autres villes de la Suisse auraient difficilement réussi à faire déclarer les ligues contre un allié si ancien et un voisin si redoutable. Le roi ne se borna point à conclure une alliance avec les Suisses. Il s'occupa de former une ligue entre eux, l'archiduc Sigismond, les villes libres d'Alsace et des bords du Rhin, les seigneurs de tout ce pays et les malheureux sujets des seigneuries engagés au duc de Bourgogne. Pierre de Hagenbach travaillait encore plus que le roi à rendre alliés nécessaires ceux qui avant son gouvernement étaient mortels ennemis. Sa tyrannie semblait s'accroître d'autant plus qu'il savait son maître près de lui, avec toutes les forces de Bourgogne. Bientôt, l'archiduc Sigismond, le margrave de Bade, les évêques de Strasbourg et de Bâle, les villes de Strasbourg, de Colmar et de Bâle entrèrent en négociation avec les Suisses. Chacun sentait le besoin d'une sincère union et procédait avec une bonne foi qui valait mieux encore que toutes les promesses écrites. Tout fut convenu, tout commença à se préparer pour la guerre, ou du moins pour se délivrer du sire de Hagenbach. Le duc avait quitté Dijon, après y avoir célébré un service funèbre pour la sépulture du feu duc Philippe et de sa mère la duchesse Isabelle, morte un an auparavant. Leurs dépouilles mortelles étaient restées déposées à Bruges et leur convoi venait de traverser solennellement la Champagne et la Lorraine pour se rendre en Bourgogne.
Selon leur dernière volonté, le duc Charles voulait que ses parents reposassent dans le tombeau qui leur était déjà préparé à la chartreuse de Champmolles, auprès de leurs aïeux et prédécesseurs. La pompe des cérémonies fut, comme on peut croire, digne en tout de l'éclat que mettait en de telles occasions la maison de Bourgogne. Ce fut l'occasion de beaucoup de dons aux églises et d'actes de pieuse munificence. Immédiatement après les obsèques, au commencement de mars, le duc s'était rendu à Dole et continua sa route par Besançon et Nancy pour retourner dans son duché de Luxembourg. Il laissa derrière lui sans nulle prévoyance ni précaution Pierre de Hagenbach, plus cruel et plus tyrannique que jamais. Les pays du Rhin résolus à secouer ce joug insupportable et tout prêts à se soulever, les Suisses ébranlés dans leur ancien attachement pour la maison de Bourgogne, et enfin les pratiques habiles et actives du roi de France, entremises parmi tant de causes, de malheurs et de ruines. Le roi de France n'était pas encore instruit précisément de tout ce qui se pratiquait contre lui. Les desseins du duc sur l'Allemagne étaient des motifs suffisants pour expliquer ces grands préparatifs. Il s'occupait à resserrer de plus en plus son alliance avec les Suisses. Il s'efforçait de détacher du duc de Bourgogne le duc de Lorraine. Pour cela, il lui faisait remontrer que le duc avait résolu de s'emparer de tous ses États, que nul prince n'était en sûreté contre un orgueil si intraitable et une telle convoitise de puissance, que le roi de France honorerait bien plus la noblesse de sa maison, protégerait bien mieux sa jeunesse et pourrait faire de lui un des plus grands personnages du royaume. De tels motifs étaient puissants. Les avis de l'empereur et de la maison d'Autriche l'étaient encore plus sur le duc de Lorraine, qui se regardait comme plus allemand que français. En effet, le duc de Bourgogne se trouvait maintenant presque aussi ennemi de l'empereur que du roi de France. Il semblait que leur intérêt était de se réunir contre lui. Beaucoup des conseillers du roi jugeaient que l'occasion était favorable. Au lieu de prolonger les trêves qui allaient finir, il convenait, disait-il, de ne pas donner un tel avantage au duc et de le placer entre deux guerres. Cet avis paraissait bon. Toutefois, il n'était point conforme aux inclinations du roi qui voulait toujours gagner mais sans se mettre en péril. Le sire de Comines, qui commençait à avoir du crédit auprès de lui et qui l'avait comblé de faveurs et de biens, le conseilla selon son goût et peut-être plus habilement. Il connaissait mieux que personne le duc Charles, dont il avait été longtemps serviteur, et le voyait courir à sa perte sans qu'il fût nécessaire au roi d'y travailler par les armes. « Donnez-lui ardemment cette trêve, disait-il. Laissez-le saler heurter contre ces pays d'Allemagne qui sont plus grands et plus puissants qu'on ne saurait croire. Quand il aura pris une place ou mené à fin une querelle, il en entreprendra une autre, et n'est pas homme à se rassasier jamais d'entreprise. Plus il est embrouillé, plus il s'embrouille. Pour vous venger de lui, il suffit de le laisser faire. » Les trêves furent donc prolongées. Le roi les eût voulues plus longues et semblait même désirer la paix définitive, mais le duc n'avait pas besoin d'un plus long délai pour terminer ses préparatifs, consommer son alliance avec le roi Édouard et concerter avec lui leurs entreprises de guerre. Le roi, au moment où il essayait ainsi de tromper ses ennemis, ignorait ce qui se préparait contre lui. Le duc de Bourgogne avait enfin décidé le roi d'Angleterre à tenter une grande entreprise en France. Ce n'est pas que le roi Édouard fût un prince guerrier. Cependant, il n'était point sans rancune contre le roi de France, qu'il avait une fois renversé de son trône et chassé d'Angleterre en favorisant le comte de Warwick. D'ailleurs, jamais la haine des Anglais contre la France n'avait été si forte. Leur orgueil se sentait encore blessé d'avoir été si facilement chassé de ces belles provinces d'Aquitaine et de Normandie. Enfin, le duc de Bourgogne présentait cette guerre comme facile et d'un succès assuré. Il affirmait que le royaume était plein de mécontents prêts à se déclarer. En cela, il ne disait que la vérité. Le roi était très haï, il le savait bien. Les grands eux-mêmes, princes ou seigneurs, tout ennemis qu'ils étaient du roi, promettaient beaucoup et faisaient souvent assurer le duc de Bourgogne de leur bonne volonté. Toutefois, ils ne voulaient rien risquer et se méfiaient justement les uns des autres. Mais c'était sur lui-même encore plus que sur les autres que hontait le duc de Bourgogne. Sa vaillance, sa foi aveugle en sa propre fortune, son impétueuse volonté ne le laissaient jamais douter du succès. Il se complaisait aussi dans cette belle armée, formée par ses soins, nombreuse, aguerrie, commandée par de bons capitaines, dont nul n'était plus vigilant ni plus actif que lui-même. Son artillerie était la mieux fournie de la chrétienté. « Voici les clés des villes de France », disait-il aux ambassadeurs d'Angleterre, un jour qu'ils étaient venus le trouver dans son camp et qu'il leur montrait ses canons. Après plusieurs ambassades envoyées de part et d'autre, divers traités furent enfin conclus à Londres par Antoine, grand bâtard de Bourgogne, au nom du duc son frère. Le premier renouvelait les anciennes alliances, le second portait que le roi d'Angleterre passerait en France à la tête de 10 000 combattants au moins, bien armés et bien équipés, afin de recouvrer ses duchés d'Aquitaine et de Normandie, ainsi que tout le royaume de France, que le duc de Bourgogne l'assisterait en personne et de toutes ses forces pour l'exécution de ce dessein.
que les deux parties n'écouteraient aucune proposition de paix ou de trêve sans leur mutuel consentement, que la guerre serait publiée dans les états de chaque prince contre Louis, leur ennemi commun. Un autre traité expliquait les susdites conditions. Par un quatrième traité, Édouard, comme roi de France, en considération des services que le duc de Bourgogne lui devait rendre pour le recouvrement de son royaume, lui faisait donation du duché de Bar, des comtés de Champagne, de Nevers, de Rethel, de Guise et de toutes les villes de la Somme, se départant en même temps de l'hommage de ces seigneuries comme de celles que possédait déjà le duc. Enfin, le duc de Bourgogne s'engageait par lettre patente à permettre toujours qu'Édouard et ses successeurs se fissent librement sacrés dans la ville de Reims, encore qu'elle fût du comté de Champagne. Pendant que tout se disposait en Angleterre, le duc de Bourgogne, dont l'armée était déjà assemblée et préparée, entra dans l'électorat de Cologne et mit le siège devant Neuss. Son armée était superbe. Il avait, outre les gens de ces différents pays, 3000 Anglais qu'il avait pris à sa solde et ses cavaliers italiens commandés par le comte de Campobasso et le seigneur Galeotto. La ville de Neuss était défendue par le nouvel évêque contre qui le duc de Bourgogne s'était déclaré. La ville de Cologne, dont le salut dépendait du sort de Neuss, n'avait rien épargné pour aider à sa défense. Enfin, l'ardeur que toute l'Allemagne semblait mettre à sauver cette petite ville faisait assez voir quelle terreur inspirait la domination du duc de Bourgogne. Le duc essaya d'abord d'emporter la ville de vive force. Avant de l'avoir environnée tout entière, il tenta un assaut. Les assiégeants se défendirent si bien que le premier boulevard ne put même être forcé. Neuss est situé sur la rivière d'Erft, à une demi-lieue de son embouchure dans le Rhin. Chaque jour, des bateaux arrivaient de Cologne pour apporter des vivres et des munitions. Les assiégés étaient maîtres d'une île dans le fleuve qui protégeait cette navigation. Il importait au duc de fermer leurs communications de ce côté et de s'emparer de l'île. Les Italiens se chargèrent de la surprendre, tout armés, bardés de fer, la lance sur la cuisse. Ils se jetèrent bravement dans le Rhin, espérant le passer à gué. Du rivage, chacun les regardait, s'émerveillant d'une telle témérité. Le courant était fort. Bientôt, ils n'y purent résister. Un grand nombre fut entraîné. Ce ne fut qu'à force de travaux et en jetant une digue qu'on parvint à passer dans cette île. Alors il fallut s'y fortifier, creuser des retranchements, élever des remparts en terre. Puis le duc voulut faire détourner le cours de la rivière d'Erft pour qu'il n'y eût plus aucun moyen de pénétrer dans la ville. De si grands travaux demandaient du temps, dépensaient beaucoup d'argent. L'armée se lassait. Le camp était devenu comme une sorte de ville. On y comptait plusieurs milliers de pionniers et d'ouvriers de toute espèce. Le duc y avait ses conseillers. Le nombre des prêtres y était de plus de 200 et l'on assurait qu'il y était venu près de 1500 femmes. Des boutiques, des cabarets, des tavernes, des jeux de paume et de billes s'y établirent successivement. Chacun connaissait l'obstination du duc et voyait qu'on serait là pour longtemps. Cependant, les gens de Cologne étaient allés trouver l'empereur pour le conjurer de songer à les secourir et de ne point les abandonner au duc de Bourgogne. Les ordres furent donnés dans tout l'Empire. Bien que les princes et les villes eussent un grand zèle pour cette guerre, comme l'Allemagne est grande et comme les commandements de l'empereur ne pouvaient s'exécuter aussi vite que s'il eût gouverné son propre royaume, les préparatifs furent d'une longueur extrême. Néanmoins, le siège de Neuss n'avançait pas. Les assauts étaient repoussés vaillamment. La ville était suffisamment garnie de vivres, la garnison résolut à se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Le duc, sachant quelles forces s'assemblaient contre lui en Allemagne, s'occupait à tirer encore de nouvelles troupes de ses États. Toute son attention et sa volonté étaient exclusivement portées sur ce siège de Neuss. Outre le désir de ne pas échouer une seconde fois comme devant Beauvais, il sentait la nécessité de se hâter pour être en mesure de commencer la guerre en France à l'époque fixée où le roi d'Angleterre y descendrait aussi, de sorte qu'aucune autre affaire ne l'occupait. Aussi, un des points les plus assidus du roi durant cette année 1474 fut de resserrer son alliance avec les Suisses et de les décider à se déclarer contre le duc de Bourgogne. Les ambassadeurs arrivèrent d'abord à Berne. Nicolas de Diesbach y avait maintenant la plus grande part à la conduite des affaires. On dépêcha des messagers pour annoncer partout que le roi de France venait d'envoyer une illustre ambassade, qu'il fallait la recevoir et l'entendre à Lucerne. Les ambassadeurs déclarèrent que le roi très chrétien était fort déplaisant, que le duc de Bourgogne ne voulut point laisser en paix ni en repos les magnifiques seigneurs des ligues. Des paroles si flatteuses étaient faites pour plaire aux députés des ligues. Ainsi, le traité d'alliance conclu par Nicolas de Diesbach avec le roi de France fut pleinement confirmé. Il fut résolu de déclarer la guerre au duc de Bourgogne. Ce qui mettait surtout le roi en grande sécurité, c'était la situation du duc de Bourgogne, obstiné à ce siège de Neuss, où il se tenait déjà depuis 6 mois sans l'avoir quitté un seul jour, et amassant devant cette ville toutes les forces de ses États. Il était parvenu cependant à resserrer étroitement la place. Les vivres commençaient à y devenir rares, la poudre allait y manquer.
En vain, les habitants, du haut de leurs clochers, allumaient des feux et faisaient des signaux pour avertir de leur désastre les Allemands campés sur la rive droite du Rhin. Telle était l'extrémité où se trouvaient réduits les assiégés, lorsque dans le mois de novembre, l'empereur Frédéric arriva à Andernach, entre Coblence et Cologne. Il était bien loin d'avoir réuni toutes les forces de l'Empire. Beaucoup de princes et de villes n'avaient pas encore mis en route leur contingent. Toutefois, il avait déjà 60 000 combattants. Presque tous les princes d'Allemagne l'accompagnaient. Il avait autour de lui les archevêques de Mayence et de Trèves, les évêques de Münster, de Spire et de Worms. Le gros de cette armée resta d'abord campé fort loin de Neuss. Toutefois, elle envoya de grands renforts. Le duc de Bourgogne se vit contraint à changer les dispositions de son armée afin de ne pas être exposé à des attaques imprévues et pour ne pas être lui-même assiégé dans l'enceinte de son camp. Le blocus devint moins exact. Les pluies de l'automne, en inondant une partie des travaux du siège, avaient aussi facilité quelques communications avec les assiégés. Peu après, un nouveau revers va encore diminuer les espérances des Bourguignons. Cependant, l'empereur n'approchait pas encore de Neuss et n'essayait encore rien de grand ni d'efficace pour délivrer cette ville. Il attendait que les troupes de l'Empire se fussent réunies. René, duc de Lorraine, pressé par l'empereur, par le roi de France et par tous les seigneurs d'Allemagne, ses parents et ses voisins, commença par accéder à la Ligue des Suisses et des pays du Rhin, puis il envoya défier le duc de Bourgogne. Le héros arriva au camp devant Neuss. Après avoir lu le défi au duc, il jeta à ses pieds le gantelet ensanglanté, signe de la guerre à feu et à sang qu'il venait déclarer. Puis, craignant la redoutable colère du prince, il s'enfuit tout troublé. Le duc le fit ramener, répondit de sang-froid et gracieusement, lui faisant selon l'usage délivrer une belle robe et une somme d'argent. L'empereur, qui n'était point d'un naturel guerrier et qui avait été entraîné comme malgré lui dans cette entreprise, ne se pressait point de quitter Andernach pour s'approcher de Neuss et laisser traîner en longueur le rassemblement des contingents de l'Empire. Le courage des assiégés et des habitants ne s'affaiblissait pourtant pas. Quel que fût le penchant de l'empereur à terminer cette guerre par un accommodement et à y retrouver l'occasion perdue l'année précédente de conclure le mariage de son fils Maximilien avec mademoiselle de Bourgogne, on ne pouvait parvenir à fléchir le duc. Son honneur lui semblait attaché à prendre cette ville de Neuss. Il épuisait ses états d'hommes et d'argent. Ses sujets commençaient à se refuser déjà de payer les impôts excessifs dont il les chargeait sans ménager personne, pas même les gens d'église. Les Suisses envahissaient la comté. Le duc de Lorraine entrait dans le Luxembourg qu'il trouvait sans nulle défense. Le roi allait se mettre en campagne, et ni l'Artois ni le duché de Bourgogne n'étaient munis des forces suffisantes pour lui résister. En outre, le roi d'Angleterre avait achevé ses préparatifs, il allait selon sa promesse descendre en France. Bon gré mal gré, l'empereur s'était enfin avancé. Enfin, les contingents des villes et communes commençaient à arriver, descendant le Rhin dans de grands bateaux et avec de copieuses provisions de vivres et de munitions, une belle artillerie, des gens bien vêtus et bien armés, car ces bourgeois des villes libres ne marchaient jamais qu'en se donnant toute leur aise autant qu'ils pouvaient. Ce fut alors que l'armée de l'empereur fut la plus belle et la plus grande qu'on eût vue depuis longtemps dans la chrétienté. Lorsqu'il vint enfin camper devant Neuss, on estimait qu'il avait plus de 100 000 hommes. Mais le bon ordre n'était pas facile à établir dans une armée si nombreuse et si diverse. Il y avait souvent de grandes querelles entre les gens des divers pays de l'Empire, surtout entre les contingents des diverses villes. Alors tous les autres prenaient parti, et l'on en venait à combattre. Dans l'armée du duc, encore qu'elle fût moins nombreuse et tenue sous une plus forte main, il se passait parfois de pareils troubles. Des gens de tant de nations, français, flamands, hollandais, allemands, anglais, italiens, ne pouvaient se trouver si longtemps ensemble dans l'ennui d'un siège qui durait depuis tant de mois, sans qu'il se déclarât entre eux des haines et des jalousies. Ces deux grandes armées restaient ainsi en présence sans se combattre, tout se bornait à de simples escarmouches et à des entreprises plus ou moins heureuses pour ravitailler la ville. Pendant que le duc de Bourgogne refusait ainsi de traiter soit avec le roi, soit avec l'empereur, le roi se décida enfin de déclarer la guerre. Ce qui rendait le roi plus cruel dans cette guerre, c'était le désir de contraindre le duc de Bourgogne à conclure une trêve avant que les Anglais fussent descendus. Cependant, quelle que fût l'obstination du duc de Bourgogne et l'orgueil qu'il tirait de tenir en échec depuis près d'1 an toute l'armée de l'Empire d'Allemagne, un tel aveuglement ne pouvait résister à de si pressantes nécessités. Le roi allait dévaster ses États, les Suisses entraient d'un autre côté presque sous ses yeux, le duché de Luxembourg était ravagé par le duc de Lorraine. Sa fureur était extrême et troublait de plus en plus sa raison. Mais de tels emportements ne remédiaient à rien. Les Anglais allaient arriver. Toutefois, le duc voulut tenter un dernier effort. Voyant que l'armée impériale, encouragée par ce qu'on apprenait des succès du roi de France en Picardie, venait de porter son camp en un lieu plus rapproché de la ville, il résolut de la prévenir et de commencer l'attaque. Les deux armées étaient séparées par la petite rivière Delft, et les Allemands touchés par leur droite au Rhin, à l'endroit du conflit. Ce fut par là que le duc commença l'attaque. Son artillerie était formidable et portée jusque dans les derniers rangs, où elle fracassa les bagages et renversa un grand nombre de tentes.
Après qu'elle eut ainsi jeté quelques troubles parmi les Allemands, le duc ordonna d'assaillir la hauteur. Les compagnies de piquiers d'ordonnance formaient l'avant-garde, entremêlées 4 par 4 avec les archers anglais. Ceux-ci, selon leur coutume, baisèrent la terre, puis se recommandant à un dieu, et poussant de grands cris, ils marchèrent tous vers cette colline qu'ils gravirent vaillamment. Ils poussèrent devant eux les Allemands. Le comte de Campobasso et le seigneur Galeotto arrivèrent alors avec leurs cavaliers lombards et firent un grand carnage des fuyards qui se retiraient en désordre vers le camp. Les princes d'Allemagne, témoins de cette déroute et voyant l'artillerie des Bourguignons portée jusqu'au temple de l'empereur, se sentaient indignes d'être ainsi enfermés dans le camp sans tenter aucun effort contre un ennemi inférieur en nombre. Une première sortie de 3000 cavaliers fut vivement repoussée par les assaillants. Le choc fut rude. Le duc fut obligé de faire avancer son second corps de bataille avec les hommes d'armes du sire de Valberga, les archers de la garde et l'escadron des chambellans de l'hôtel commandé par Olivier de la Marche. Après un grand combat, les Bourguignons eurent encore le dessus. Pour lors, il fallut que le duc de Saxe, maréchal de l'Empire, déploya le bannière impériale. Tout dans le camp se mit en mouvement pour résister à une attaque qui commençait à devenir dangereuse. L'artillerie approchait de plus en plus et faisait beaucoup de ravages dans le camp. Déjà beaucoup de gens se précipitaient dans des barques pour passer le Rhin, et dans ce désordre, plusieurs se noyaient. Par bonheur, la nuit arrivait. Le duc pensa en avoir assez fait pour sa gloire. Quel qu'eût été l'avantage de la journée, c'eût été une grande entreprise que d'assaillir les remparts du camp, dont on n'avait emporté que les approches. Cette bataille n'augmenta pas peu le désir qu'avait l'empereur de faire la paix. Il n'avait pas la même ardeur de gloire que tous les princes d'Allemagne qui étaient autour de lui, et ne se sentait nulle honte d'avoir amené vaillamment toute l'armée de l'Empire contre un de ses vassaux. De son côté, le duc était maintenant aussi pressé de partir qu'auparavant il était obstiné à rester. Tandis que tout se réglait entre les deux princes, les chevaliers et les hommes d'armes des deux armées, animés de haine et du désir de montrer leur vaillance, faisaient chaque jour de fortes escarmouches. Souvent même, on avait quelque peine à obtenir un libre et surpassage pour les ambassadeurs qui allaient d'un camp à l'autre. 5 jours après le combat, tout était à peu près conclu. Le duc avait déjà fait partir le comte de Campobasso et ses cavaliers pour aller au secours du duché de Luxembourg. Il se hâtait ainsi, tandis que cette ville de Neuss, qu'il assiégeait depuis 10 mois, pour laquelle il avait tout sacrifié, se trouverait réduite à l'extrémité qu'on y souffrait les dernières horreurs de la famine, et qu'il y serait infailliblement entré dans 10 jours.